Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans l'édition du soir au sommaire. Au sommaire de cette édition, le 81e anniversaire des tirailleurs sénégalais a été célébré ce lundi 1er décembre 2025 au camp militaire de Thiaroye, dans la banlieue de Dakar. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé l'érection d'une stèle commémorative entre le camp et le cimetière de Thiaroye pour réunir ces lieux de mémoire pour l'historien Rokhaya Fall. Cette commémoration revêt une grande importance à suivre dans un instant. Et le monde célèbre la journée de lutte contre le sida. Ce 1er décembre, le Sénégal apparaît aujourd'hui comme un pays ayant réussi globalement à maintenir le VIH-Sida à un niveau de prévalence faible et stable. Et pour le reportage du jour, dans sa boutique spécialisée, Suzanne attire une clientèle de plus en plus fidèle grâce à ses huiles parfumées, parfums et linge fragrance d'intérieur avec la fraîcheur de la saison. La demande grimpe et certains senteurs se vendent en un clin d'œil. Un reportage de Ndeye Fatou Diop à suivre dans un instant. Et pour l'actualité internationale au Cameroun, Anissete Kane, président du Manidem, est décédé ce lundi 1er décembre 2025 en détention. Il avait été interpellé le 24 octobre en pleine crise post-électorale. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes 1er décembre 2025, démarrons l'édition du soir à l'occasion du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye, célébré ce lundi 1er décembre 2025. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé l'installation d'une stèle commémorative entre le camp et le cimetière de Thiaroye. Selon le chef de l'État, ce geste vise à renforcer le devoir de mémoire envers les tirailleurs africains tués le 1er décembre 1944. Voici un extrait du discours du président de la République. Je me réjouis de la publication officielle du livre blanc sur le massacre de Thiaroye. Ce document fondamental, fruit d'un travail scientifique et d'une enquête minutieuse, s'appuie sur des archives, sur la parole des témoins et sur des preuves matérielles pour reconstituer les faits et restituer la dignité aux martyrs. Le livre blanc devient désormais une référence incontournable pour comprendre Thiaroye. Pour poursuivre le travail scientifique et compléter l'exigence de vérité, j'ai ordonné des fouilles archéologiques sur le site de Thiaroye, dont les travaux ont débuté il y a quelques mois. À ce propos, la France, par la voix du président Macron, vient de proposer la mise à disposition de son expertise et de son savoir-faire à nos archéologues. Mesdames, Messieurs, pour que cette vérité soit visible, pour qu'elle habite notre espace autant que nos consciences, il sera érigé une stèle commémorative du massacre de Thiaroye entre le camp et le cimetière, afin de réunir les deux lieux de vérité. Cette stèle ne sera pas un simple monument de pierre. Elle constituera le cœur d'un vaste ensemble mémoriel, comprenant une esplanade pour les commémorations, des espaces éducatifs et culturels dédiés à la jeunesse et des résidences pour accueillir des chercheurs du monde venus travailler sur l'histoire et les mémoires coloniales. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et puis la cérémonie de commémoration du massacre de Thiaroye revêt une très grande importance selon l'historienne Rokhaya Fall, parce que c'est un fait historique qui s'est passé dans ce lieu.
Elle salue les actes posés par le nouveau régime dans le cadre de la politique mémorielle. Elle s'est jointe au téléphone par Ndella Ndiaye. La cérémonie de commémoration revêt une très grande importance parce que c'est un fait historique qui s'est passé dans ce lieu au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un fait dont on ne parle pas souvent. Ce qui s'est passé est d'une gravité extrême. Les populations de l'Afrique de l'Ouest, 17 États de cette Afrique de l'Ouest, colonisés par la France à l'époque, ont eu à fournir des soldats qui sont allés se battre en Europe contre le nazisme. Et au moment où la France a commencé à célébrer la libération, c'est à ce moment-là que ces soldats, de retour vers l'Afrique, par quai à Thiaroye, ces soldats ont réclamé leur dû, leur pécule qu'on leur devait. Et ces soldats ont été massacrés par leurs frères d'armes en quelque sorte. Donc, c'est important de se rappeler cela. Et cela n'a pas toujours été connu dans les détails du moins de cette population, aussi bien le Sénégal qu'au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? La France n'a jamais voulu reconnaître que c'était un massacre. Ce qui est important, c'est que lors de la cérémonie, de la célébration du 4e anniversaire, pour la première fois, la France a reconnu qu'il y a des massacres. Rétablir la vérité historique des faits, parce que ces faits ont tout le temps été camouflés. On a commencé à faire un travail. Il y a eu des historiens qui ont travaillé là-dessus, mais à partir du 80e anniversaire, le nouveau régime, le gouvernement du Sénégal, a mis sur pied un comité pour revoir un peu ce qui s'est passé à Thiaroye, pour rétablir la vérité historique des faits. Les actes posés par le nouveau régime, c'est concernant la politique mémorielle, des actes importants. Le 1er décembre 2025 marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée vise à sensibiliser à la maladie, à commémorer les vies perdues et à rappeler la nécessité de poursuivre les dépistages. Le thème de cette année, selon l'Organisation mondiale de la santé, tourne autour de surmonter les perturbations et transformer la riposte au sida. Au Sénégal, plus de 40 000 personnes vivent avec le VIH-Sida. Un reportage signé Amsatou Gano. Le 1er décembre marque chaque année la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Cette date symbolique rappelle l'importance de continuer la bataille contre cette pandémie qui affecte des millions de vies à travers le monde. L'objectif principal est d'éradiquer l'épidémie d'ici 2030. Au Sénégal, l'épidémie est stable, selon le docteur Karim Diop, spécialiste engagé dans la lutte contre la maladie. Alors, au Sénégal, nous avons une caractéristique, c'est que l'épidémie est faible dans la population générale. Elle est inférieure à 0,3%, donc environ 0,3% de la population, ce qui correspond à peu près 40 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida au Sénégal. Donc l'épidémie est faible, elle est dans notre pays, elle est stable aussi, puisque nous avons toujours réussi à maintenir cette prévalence faible lorsqu'on la compare avec d'autres pays. Dans la société sénégalaise où les préjugés dominent encore largement, vivre avec le VIH-Sida est une réalité difficile pour les personnes porteuses du virus. Cette journée est une occasion de faire entendre leur voix et de partager leur expérience. Il faut avouer que ce n'est pas du tout facile parce que déjà la maladie elle est trop stigmatisée, du sens où les gens avaient tendance à dire que toute personne qui est infectée par cette maladie, c'est une personne maudite, c'est une personne qui a l'habitude d'avoir des rapports sexuels. Donc cela a vraiment changé la donne. Cela a fait que les gens ont eu rapidement peur de la maladie, mais aussi les gens ont eu à se méfier carrément des personnes qui sont victimes de cette maladie. Et cette stigmatisation, elle est due à ça, elle est due à cette mauvaise information. Et ce qui rend la tâche difficile. Malgré les efforts inlassables des acteurs locaux, les défis restent nombreux. Parmi eux, le manque de financement est particulièrement préoccupant. Le retrait récent de l'accompagnement des États-Unis complique davantage la lutte contre le VIH-Sida. Alors, un défi de mobilisation de ressources, alors que nous avons l'objectif d'éliminer le VIH en 2030. En ayant eu cet objectif intermédiaire des 3,95, à savoir dépister 95% des personnes qui vivent avec le VIH-Sida, traiter 95% des personnes qui sont dépistées et faire en sorte que pour 95% des personnes
qui sont traités, la charge virale soit indétectable. Donc au moment où nous avons besoin de plus d'énergie, de plus de ressources, on nous annonce malheureusement une baisse des financements internationaux. Cette journée mondiale est donc un rappel solennel, le combat continue et il est impératif que tous les acteurs redoublent d'efforts pour atteindre l'objectif d'éradiquer le VIH du sida d'ici 2030. Amsatou Gano, la tension est montée ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ont affronté les forces de l'ordre pour exiger le paiement de leur bourse. Ces étudiants ont également exprimé leur mécontentement face à la dernière sortie de leur ministre tutelle lors des questions d'actualité. Ils demandent à l'État de régler ce problème dans l'immédiat avant qu'il ne passe à la vitesse supérieure. Compte rendu Abdoulaye Dieye. Après des mois d'attente pour le paiement de leur bourse sans gain de cause, les étudiants ont opté pour la grève. À cela s'ajoute la déclaration de leur ministre de tutelle qui semble ne pas être du goût de ces étudiants. À l'UCAD, les confrontations ont repris. Ce matin, nous avons repris la grève à l'UCAD car le mot d'ordre de la semaine dernière n'est pas suspendu et reste en vigueur. C'est-à-dire une grève illimitée, la suspension de toute activité pédagogique au sein de l'espace et les journées sans ticket au niveau des restaurants. Leurs revendications sont d'ordre social et pédagogique, mais concernent surtout le paiement des bourses qu'ils considèrent comme un droit. Effectivement, les étudiants sont en mouvement et le but principal c'est le non-paiement des bourses parce qu'on a constaté qu'il y a maintenant 13 mois, c'est-à-dire un an, plus un mois que les étudiants en master n'ont pas toujours reçu leur bourse. Comme nous l'avons précisé au ministre de l'Enseignement supérieur, nous restons inflexibles sur nos points et nous réclamons le paiement intégral des rappels de l'année universitaire 2024-2025. Les problèmes de logement, de restauration ainsi que le manque de professeurs et d'encadrants font également partie de leurs doléances. Le nombre d'étudiants augmente chaque année. Cependant, l'autorité doit encore construire beaucoup d'étudiants, beaucoup de pavillons dans les universités. Au-delà de cela, l'amélioration de la restauration dans les campus. De l'autre côté, la question d'hébergement entre les étudiants. Les autorités doivent tirer les responsabilités sur ça. Si les étudiants sont tombés d'accord sur le point d'héberger leurs camarades, je pense que l'autorité ne doit pas enfreiner cela. Au-delà de cela, il y a aussi le problème du manque de sérieux de certains professeurs qui ne font pas le cours correctement, ou bien des professeurs d'encadrés qui ne sont pas accessibles. Mécontents et très déçus par la sortie du ministre de tutelle, les étudiants ne comptent pas reculer et ont même décidé de paralyser le système en déclenchant une grève illimitée. Et puis, l'État sénégalais, via la délégation générale à la promotion du pôle urbain, a lancé ce dimanche le projet Ville Verte en partenariat avec le groupe Casa Orascom au Lac-Rose. Ce projet conçu pour être une cité écologique et inclusive s'étend sur 216 hectares et vise à créer un pôle urbain durable, créateur de 20 000 d'emplois et offrant un cadre de vie moderne avec 7 500 à 10 000 logements. Je vous propose d'écouter Mohamed Talandaou, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement. En tant que aussi secrétaire d'État chargé du logement, nous sommes très intéressés par rapport à tout ce qui est lié au développement urbain, parce que le logement, c'est un élément du cadre urbain. Et ce cadre-là devrait être un cadre qui respecte les principes du développement durable. C'est pour ça que nous sommes extrêmement contents aujourd'hui de participer à cet événement, à ce lancement, de présider ce lancement de ce projet qui constitue un projet de démonstration des villes vertes, parce que c'est un sujet extrêmement important sur lequel il y a beaucoup de débats. Je pense que la DGPU aujourd'hui vient de nous donner une occasion de pouvoir démontrer ce que c'est qu'une ville verte. Et le Sénégal constitue
parmi les pays, en tout cas les plus engagés dans ce domaine en matière de développement durable. Je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal qui avait ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1992 fait partie des pays qui se sont en tout cas très tôt signalés sur la prise en charge des problématiques du développement durable avec l'élaboration de plans climat dans plusieurs territoires, dans les communes et même dans les villes. C'est le lieu en tout cas de le signaler, de dire que la ville verte n'est pas une option, mais c'est une obligation parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique, nous sommes dans un contexte où les villes se réchauffent de plus en plus avec l'industrialisation, mais aussi avec le transport. C'est pourquoi bâtir des villes vertes, c'est une nécessité. À l'instant, parlons d'autre chose. Un épisode pluvieux inhabituel va s'installer sur plusieurs régions du pays en ce début de semaine. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, annonce en effet l'arrivée de précipitations à partir de ce mardi de décembre, touchant notamment Saint-Louis, Podor, Louga, Linguère, Thiès, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine. Par ailleurs, de fines gouttes de pluie pourront être notées par endroits sur le reste du pays, notamment à Ziguinchor, Matam et Tambacounda. Et bien que faibles, ces précipitations nécessitent une vigilance particulière, souligne l'agence, notamment pour éviter les murs post-récolte et limiter les risques sur le cheptel. Et puis, l'Association des handicapés diplômés du Sénégal réclame la prise en charge de ses membres. Serigne Gueye, président de cette association, exige tout de même des nouvelles autorités qu'elles appliquent la loi d'orientation sociale qui prévoit un quota de 15% de recrutement dans la fonction publique. Leur porte-parole s'est exprimé au micro de Abdoulaye Thiey. La situation des personnes vivant avec un handicap en termes d'éducation, d'emploi, financement, accessibilité, logement et autres reste pratiquement au même point. La loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale et le Sénat est là pour résoudre cette équation. Au Sénégal, où en sommes-nous avec ces objectifs? Si, après avoir formé des personnes en situation de handicap et le recrutement pose problème, alors quelles justifications peuvent-elles donner? Ici au Sénégal, toujours la loi d'orientation sociale, nous avons un quota de 15% dans ce recrutement. Or, nous savons que le nombre de handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvre même pas les 15%. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président et son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, le recrutement des handicapés dans la fonction publique ou dans d'autres structures de l'État. Le président a donné des instructions. Mais ce qui me fait mal, le président, il a le pouvoir de vérifier, il a le pouvoir de sanctionner. C'est ça que nous demandons. Et pour le reportage du jour, je vous le disais en titre, mesdames, messieurs, dans sa boutique spécialisée, Suzanne attire une clientèle de plus en plus fidèle grâce à ses huiles parfumées et parfums de linge. Avec la fraîcheur de la saison, la demande grimpe et certains senteurs se vendent en un clin d'œil, confirmant l'engouement des mélanges pour une maison qui se sent bon. Un reportage signé Daifatou Diop. Dans sa boutique, Suzanne accueille chaque jour une clientèle fidèle attirée par ses huiles parfumées, parfums de linge et fragrances d'intérieur. Passionnée par les bonnes odeurs, elle a choisi ce métier pour offrir aux maisons et aux vêtements des senteurs agréables et durables. Je dirais que c'est une passion parce que après ma terminale, dès ma première année, j'ai commencé à vendre du savon. Après le savon, vu que j'étais passionnée de senteurs, je me suis lancée en vendant mes senteurs entre les cours. Donc, mon entourage s'est adapté. Ces derniers temps, elle remarque une forte préférence de ses clientes pour les produits locaux, jugés plus naturels et souvent de meilleure tenue que les importés. En période d'été, il y a la saison des pluies, donc tout le monde parfume sa maison. En période d'hiver aussi, franchement, le chiffre d'affaires excelle. Le principal défi reste l'approvisionnement régulier dans un secteur où la qualité peut varier d'un fournisseur à l'autre. La distinction entre les parfums de linge ou de maison,
Donc, ça dépend vraiment de la teneur et de la composition. La teneur, c'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent des senteurs légères, qui sont passagères parce qu'ils peuvent avoir des invités qui ne supportent pas la fumée ou bien les odeurs fortes. Donc, la composition, donc nous proposons aussi des compositions personnalisées selon le client qui achète, selon l'entreprise qui veut parfumer son espace, ou bien selon c'est un homme qui achète, une femme, une personne âgée, une personne célibataire. Pour Suzanne, parfumer une maison, c'est offrir un véritable bien-être. Fidèle à sa clientèle, elle continue de miser sur la qualité et d'accompagner chaque client dans le choix de la fragrance idéale. Et pour l'actualité internationale, d'abord au Cameroun, le leader politique et président du Manidem, Anicet Ekan, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 1er décembre, a-t-on appris ce matin de ses avocats et sa famille. Anicet Ekan avait été interpellé le 24 octobre dernier à Douala et était depuis en détention dans les cellules du secrétaire d'État à la Défense à Yaoundé. En Guinée, encore un triste anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, ce 1er décembre, que des dizaines de personnes ont perdu la vie durant un match de football à Zérékoré lors de la finale d'un tournoi organisé à la gloire du général Mamadi Doumbouya. Le bilan du gouvernement guinéen s'élève à 56 morts, mais les ONG de la région estiment qu'il dépasse les 140 morts malgré les plaintes déposées par les familles de victimes. Un an plus tard, ni la justice guinéenne ni le gouvernement n'ont fait le point sur les enquêtes. Et mesdames, messieurs, ceci m'a